Bonjour, nous avons vu la semaine dernière le vocabulaire indispensable de l'algèbre linéaire. Cette semaine, nous verrons comment aborder des problèmes d'algèbre d'un point de vue géométrique et comment utiliser ces interprétations pour la réduction de matrices, qui constitue un préliminaire indispensable pour la réduction de dimensions. Aujourd'hui, nous rappellerons ce qu'est un produit scalaire, comment définir l'orthogonalité en dimension quelconque, ainsi que les projections. Le premier outil permettant de faire le lien entre algèbre et géométrie est le produit scalaire. Le produit scalaire permet de généraliser la notion d'angle et de distance dans un espace de dimension n quelconque. Donnons d'abord une définition algébrique. Le produit scalaire canonique entre deux vecteurs x et y dans Rn est la somme des produits terme à terme de leurs coordonnées dans la base canonique, ce qui s'écrit somme des xi, yi. On le note souvent x, y entre crochets. On dira en abrégé x scalaire y. En utilisant les notations matricielles et en appelant grand X et grand Y les vecteurs colonnes de petit x et petit y dans la base canonique, on voit que le produit scalaire de petit x et petit y est simplement le résultat de l'opération transposée de x fois y. Le produit scalaire canonique a trois propriétés qui sont caractéristiques de produits scalaires plus généraux que nous ne verrons pas aujourd'hui. Tout d'abord, le produit scalaire est symétrique. L'ordre de x et y n'intervient pas dans sa définition. C'est-à-dire que x scalaire y égale y scalaire x. Deuxièmement, le produit scalaire est linéaire en ces deux variables. C'est-à-dire, pour tout réel positif a et b, et pour des vecteurs x1, x2, on a ax1 plus bx2 scalaire y égale a fois x1 scalaire y plus b fois x2 scalaire y. Cela est dû à la linéarité de la somme qui le définit. On a la même propriété de linéarité sur la deuxième variable. Autrement dit, le produit scalaire est bilinéaire. Troisièmement, le produit scalaire d'un vecteur x avec lui-même est toujours positif ou nul, car il s'écrit comme une somme de carrés. Pour que x scalaire x soit nul, il faut que x soit lui-même le vecteur nul. On dit que le produit scalaire est défini positif. Grâce au produit scalaire, on obtient une norme sur Rn qui est une distance. Par définition, la norme euclidienne d'un vecteur x est la racine carrée de son produit scalaire avec lui-même. On dit qu'un vecteur est unitaire si sa norme vaut 1. La norme est souvent notée avec des doubles barres. Vérifiez qu'en dimension 1, la norme de x est égale à sa valeur absolue. Une relation utile entre la norme et le produit scalaire est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Le produit scalaire de x et de y en valeur absolue est toujours inférieur ou égal au produit des normes de x et de y. Il y a bien sûr égalité si x égale y par définition de la norme. En fait, c'est presque le seul cas d'égalité possible. Plus précisément, pour qu'il y ait égalité dans Cauchy-Schwarz, il faut que x et y soient colinéaires. Ceci se comprend bien d'un point de vue géométrique. Sur la figure, le produit scalaire de x et y est le produit des longueurs x1 et y1. Ceci est vrai par des arguments d'orthogonalité et nous y reviendrons juste après. Par ailleurs, le produit des normes de x et de y est le produit des longueurs y1 et y'1. Et on voit que y1 est plus petit que y'1. Le produit scalaire permet de généraliser la notion d'angle. En effet, en dimension 2, le cosinus de l'angle entre deux vecteurs u et v est le quotient de leur produit scalaire par le produit de leurs normes. On dit que deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. Pour l'analyse des données, ceci s'exprime comme une décorrélation entre deux variables. Vous verrez ce point plus en détail dans le cours de statistique. Plus généralement, étant donné deux sous-espaces vectoriels E et F de Rn, on dit que E et F sont orthogonaux si chaque vecteur de U est orthogonal à chaque vecteur de F. Les relations d'orthogonalité au sein d'une famille de vecteurs et leur normalisation permet de simplifier considérablement les calculs et leur interprétation. Ainsi, certaines bases de Rn ont une importance particulière, les bases orthonormées. Une base U de Rn est dite orthonormée si chaque vecteur de la base est de norme 1 et si de plus les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2. Ces deux propriétés réunies s'écrivent UI scalaire UJ égale 1 si I égale J et 0 sinon. La base canonique dans Rn est une base orthonormée, vérifiez-le. Ce n'est évidemment pas la seule, il y en a un nombre infini. Par exemple, dans R2, la famille des vecteurs normalisés pointant dans les directions 1, 1 et -1, 1 est orthonormée. Il y a un analogue matriciel aux bases orthonormées, c'est ce qu'on appelle les matrices orthogonales.
Une matrice orthogonale est simplement une matrice dont les colonnes forment une base orthonormée de Rn. Ceci s'écrit matriciellement, et vérifiez-le, transposé de P fois P égale la matrice identité de Rn. Cette dernière expression montre que l'inverse de P, dans ce cas, n'est autre que la transposée de P. On a donc aussi P fois transposée de P égale l'identité. Et ceci veut exactement dire que les lignes de P forment une base orthonormée. Pour résumer, P est orthogonale si et seulement si ces colonnes forment une base orthonormée de Rn. Si et seulement si ces lignes forment une base orthonormée de Rn. Enfin, une application linéaire est appelée orthogonale si sa matrice dans la base canonique est orthogonale. Une propriété caractéristique d'une application orthogonale est qu'elle conserve les produits scalaires entre vecteurs, comme le montre le petit calcul ci-dessous. En particulier, elle préserve les relations d'orthogonalité et les normes. Ainsi, l'image d'une base orthonormée par une application orthogonale est encore une base orthonormée. Enfin, notons que la définition de l'orthogonalité d'une application linéaire ne dépend pas du choix de la base orthonormée. En effet, si la matrice M de F est orthogonale et si U est une nouvelle base orthonormée, alors il est facile de montrer que la matrice M' de F dans la nouvelle base est encore orthogonale. Vérifiez-le en utilisant les indications A et B. Si on se donne un sous-espace grand F de Rn, on peut compléter les directions manquantes pour obtenir Rn tout entier. Si l'on impose que les directions supplémentaires soient orthogonales à F, alors on a ce qu'on appelle un supplémentaire orthogonal de F. Par définition, l'orthogonale de grand F est formée de tous les vecteurs U qui sont orthogonaux à l'espace de départ F. On montre facilement que l'orthogonale est un sous-espace vectoriel de Rn. On montre aussi que c'est un supplémentaire de F au sens suivant. On peut réécrire tout point du gros espace Rn comme une somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G, son supplémentaire, et ceci de manière unique. L'existence de supplémentaires permet de définir des applications linéaires d'une très grande importance pour l'analyse des données, les projections. Visuellement, une projection est une application qui projette, par exemple sur le plan gris, le long d'une direction quelconque, par exemple les droites rouges. La projection orthogonale est le cas particulier où la direction de la projection est orthogonale à l'espace sur lequel on projette. On peut donner une définition précise correspondant à l'intuition géométrique de la projection. Un projecteur est une application linéaire définie par deux sous-espaces supplémentaires grand F et grand G. F est l'image de la projection, tout à l'heure c'était le plan gris, et la direction de projection est grand G. Plus précisément, grand G est le noyau de la projection. Tous les éléments sur l'axe de la projection seront envoyés sur l'origine du repère, c'est-à-dire 0. Tout x dans Rn s'écrit donc de manière unique, x égale u plus v, où u est dans grand G et v est dans grand F. On définit alors la projection de x, p de x, comme la composante de x sur f, c'est-à-dire petit v. Il est très utile de savoir identifier les projections. Un résultat très commode pour cela est le suivant. Une application P est une projection si et seulement si appliquer une deuxième fois P ne change rien, c'est-à-dire P rond P égale P. Pour conclure cette vidéo, un mot sur l'utilisation des projections orthogonales pour l'analyse de données. Si F est l'image d'une projection orthogonale et si petit y est un point quelconque de Rn, alors la projection de y, petit p de x, est le point de F à plus petite distance de Y. D'un point de vue statistique, on cherche souvent à expliquer des observations Y1 jusqu'à Yn par des variables explicatives x1 jusqu'à xn, par des combinaisons linéaires. On cherche donc un point Y chapeau qui soit dans le sous-espace engendré par les xi, le plus proche possible de Y. Autrement dit, on cherche la projection orthogonale de Y sur l'espace engendré par les xi. Et en pratique, il faut savoir calculer les projections orthogonales. Ce n'est pas toujours facile en grande dimension, cependant, la solution cherchée, petit p de y, est la solution d'un problème d'optimisation convexe, et plus précisément quadratique. En grande dimension, les algorithmes d'optimisation convexe pourront être utilisés pour calculer cette projection. Cette question concerne la partie optimisation de ce cours.